Bonjour à tous, bonjour pour la deuxième partie de ce colloque co-organisé par l'Institut Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques avec le soutien de la division diplomatie publique de l'OTAN, consacré à l'OTAN face aux défis et opportunités du bassin méditerranéen. Ce matin, nous avons finalement brossé un petit peu le jeu des acteurs et cet après-midi, dans cette deuxième table ronde, nous allons nous focaliser plutôt sur les conséquences en fait des situations actuelles dans le bassin méditerranéen. Pour cette deuxième table ronde, consacrée plus spécifiquement donc aux tensions et aux coopérations en Méditerranée, j'ai le plaisir d'accueillir 5 intervenants au profil très varié mais complémentaires. Je leur rappelle que ils ont chacun 15 minutes de temps pour laisser suffisamment de latitude aux questions-réponses que nous gérerons en fin d'intervention. Je les présenterai les uns après les autres plutôt au moment où ils vont commencer à parler. Donc, nous commençons directement par le professeur Jean-Christophe Martin, qui est professeur agrégé de droit public spécialisé en droit international et européen à l'Université Côte d'Azur, il y tient, et au sein de laquelle il dirige l'Institut de la paix et du développement. Ses activités de recherche portent principalement sur les enjeux de paix et de sécurité internationale liés notamment aux activités criminelles, ainsi que sur les questions juridiques relatives à la protection internationale de l'environnement et du droit de la mer. Il va nous parler des enjeux de sécurité en Méditerranée centrale, liés notamment à la criminalité maritime, tant concernant les migrants que les trafics d'armes et le pétrole. Jean-Christophe, la parole est à toi. Merci, monsieur le directeur. Je vais m'appuyer pour cette présentation sur un support visuel parfait. Je tiens avant tout à remercier l'Institut FMES ainsi que l'OTAN pour m'avoir invité à prendre part à cette table ronde et à ce colloque aujourd'hui. Alors, monsieur le directeur, vous l'avez dit, le thème dont je vais traiter concerne les enjeux de sécurité en Méditerranée centrale. Mais en fait de sécurité en Méditerranée centrale, je voudrais prendre un angle d'approche juridique et prendre appui pour ma présentation sur l'action du Conseil de sécurité face à la criminalité maritime, relative en vérité à la situation en Libye, ainsi que sa mise en œuvre par les organisations régionales. Alors, on le sait, le Conseil de sécurité a qualifié certaines activités en mer Méditerranée de menaces à la paix et à la sécurité internationale, ce qui lui permet de conduire une action fondée sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui est en fait le cadre juridique permettant au Conseil de sécurité d'adopter des mesures qui sont à la fois obligatoires pour tous les États, mais aussi qui priment sur toutes leurs autres obligations internationales. Et on va le voir, cet outil a donc été mobilisé par le Conseil de sécurité afin de réagir à 3 types d'actes illicites qui concernent la Méditerranée centrale et spécifiquement la situation libyenne. Je pense en premier lieu aux exportations illicites de pétrole depuis la Libye. 2014, la résolution 2146 est adoptée à l'unanimité sur la base d'un projet des États-Unis qui vise à autoriser les États à inspecter, à conduire des mesures coercitives au large des côtes libyennes, en haute mer, de manière à mettre fin ou à prévenir les exportations illicites de pétrole. Deuxième type d'acte illicite, la traite de migrants, la traite de personnes. C'est cette fois en 2015 par la résolution 2240 que le Conseil de sécurité, là encore, décide d'autoriser des mesures coercitives à titre dérogatoire. Enfin, troisième type d'actes illicites concernés, les violations de l'embargo décidé par les Nations Unies, décidé par le Conseil de sécurité lui-même, sur les armes à destination de la Libye. On est ici en 2016, adoption de la résolution 2292, à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité, à nouveau. Alors, je souhaite articuler cette présentation autour de 2 dimensions.
complémentaires. La première me conduira à faire une présentation des autorisations sur le fondement du chapitre 7 des mesures coercitives autorisées donc par le Conseil de sécurité en haute mer pour intervenir contre des navires en haute mer. Puis dans un deuxième temps, je vous proposerai à grands traits une présentation de la mise en œuvre de ces autorisations par les organisations régionales, Union européenne et OTAN. Commençons donc par les autorisations des mesures coercitives en haute mer, ce que j'ai appelé l'action normative du Conseil de sécurité, qui ne consiste pas à élaborer des sanctions, un régime de sanctions contre un régime, qui ne consiste pas non plus à autoriser l'emploi de la force armée dans une logique de jus ad bellum, mais plutôt de créer des obligations ou des autorisations, plus justement, des autorisations qui vont venir déroger au droit international existant. C'est donc la dimension normative, ici que je présente, dans une logique, je le disais, moins de jus ad bellum, recours à la force de forte intensité, mais plutôt de ce que l'on appelle le law enforcement, la mise en œuvre, la garantie du respect des obligations. Alors, autorisation de mesures coercitives en haute mer sur le fondement du chapitre 7. Bien évidemment, cela suppose une qualification opérée par le Conseil de sécurité de certaines situations comme étant des menaces à la paix et à la sécurité internationale. Ici, ce ne sont pas les trois activités illégales qui sont en tant que telles qualifiées de menaces à la paix et à la sécurité internationale. Elles sont rattachées à des enjeux, à des menaces plus larges. D'une part, la situation en Libye. C'est ainsi que qualifie les exportations illicites de pétrole, le trafic de migrants et la traite d'êtres humains sont rattachés à la situation en Libye, qui elle-même en tant que telle est une menace. S'agissant de la violation de l'embargo sur les armes, ce n'est plus la situation en Libye, ce n'est pas non plus le régime d'embargo décidé par le Conseil de sécurité lui-même, mais c'est le terrorisme en général qui constitue la menace à la paix et à la sécurité internationale contre laquelle il s'agit de lutter. Assez vite, mais j'ai tenu à proposer un support visuel pour justement ajouter des éléments au-delà de ce que je vais avoir le temps de raconter. Quelle est la portée des autorisations dérogatoires dont il est ici question? Alors, schématiquement, on est en présence d'un dispositif juridique qui est inverse par rapport à celui qui avait été établi par le Conseil de sécurité quand il s'agissait de lutter contre la piraterie au large des côtes somaliennes, puisqu'alors le Conseil de sécurité avait déjà autorisé en dérogation du droit international de la mer, les États à prendre des mesures coercitives contre des navires, mais c'était contre des navires situés dans les eaux somaliennes, même après étendu au territoire terrestre de la Somalie, alors qu'ici, dans le cas de la Méditerranée centrale, et spécifiquement de la Libye, il s'agit de lutter contre des activités illicites qui ont lieu au large des côtes libyennes, c'est-à-dire en haute mer. Autrement dit, on est bien dans une logique inverse. Le Conseil de sécurité autorise les États et les organismes régionaux à prendre des mesures coercitives contre des navires localisés en haute mer dans les eaux internationales. Or, ces eaux internationales sont caractérisées par un principe fondamental, cardinal du droit international de la mer, celui de liberté, qui se traduit par une compétence exclusive de l'État du pavillon pour prendre des mesures coercitives, mais même normatives, à l'égard des navires qui y sont situés. Compétence exclusive, vous le comprenez, donc aucun autre État ne peut prendre de mesures contre un navire qui bat pavillon d'un autre État, d'un État tiers. Ici, pour réagir aux menaces à la paix et à la sécurité internationale en Méditerranée centrale, le Conseil de sécurité, donc dans ses 3 résolutions initiales, va autoriser des mesures en haute mer. Vous retenez que cette qualification
juridique est extrêmement vaste et finalement interroge quant à la marge d'appréciation des États sur l'endroit où en haute mer de telles mesures peuvent être prises. Et finalement, cela interroge quant à un des critères qui a été établi par le Conseil de sécurité, celui des motifs raisonnables de soupçonner que les navires sont utilisés pour une des activités illicites. Plus on s'éloigne des côtes, moins il sera facile de justifier qu'il était raisonnable de soupçonner le navire de conduire ces activités illicites. La durée est d'1 an, elle a été renouvelée jusqu'à présent, et les 3 régimes d'autorisation dérogatoire court jusqu'au mois, au mois de avril, octobre et juin 2021. De quelles mesures s'agit-il? Alors, je vais aller assez vite ou faire quelques raccourcis. Il s'agit d'autoriser l'inspection en haute mer des navires. Alors, dans le cas du pétrole, ce sont des navires qui ont été désignés par un comité des Nations Unies lui-même. Il est possible donc d'inspecter les navires et si les activités illicites, d'exportation illicite sont confirmées, alors il faut rendre le pétrole brut à la Libye avec son consentement. S'agissant de la lutte contre la traite des êtres humains, le trafic de migrants, là encore, le Conseil de sécurité autorise à inspecter les bateaux qui naviguent en haute mer, éventuellement à saisir les navires inspectés dont les soupçons ont été vérifiés et à utiliser tous les moyens dictés par les circonstances pour lutter contre les trafiquants. On retrouve peu ou prou la même logique s'agissant de la lutte contre les violations de l'embargo sur les armes, autorisation d'inspecter en haute mer, mais aussi de saisir et d'éliminer les armes et les matériels. Donc on le voit, des autorisations qui sont fortes, qui viennent déroger à un principe majeur, cardinal du droit international pour lutter contre des menaces à la paix et à la sécurité internationale. Je le disais tout à l'heure, les résolutions ont été adoptées à l'unanimité dans 2 cas, à l'unanimité moins 1 voix, j'ai envie de dire, dans le 3e cas, donc avec un fort soutien politique au sein du Conseil de sécurité. Et cela explique que des précautions, ou s'explique par le fait que des précautions très fortes ont été prises s'agissant d'enjeux juridiques et du respect du droit international applicable. Cela concerne le droit de la mer, cela concerne également la protection des personnes. S'agissant du droit de la mer, il est très marquant de voir à quel point le Conseil de sécurité essaye de préserver la liberté de navigation en haute mer dans l'exercice de cette autorisation. S'agissant des armes, c'est inséré dans l'autorisation. Il s'agit d'inspecter sans occasionner de retard indu et le Conseil de sécurité demande aux États membres qui effectuent ces inspections d'éviter de contrarier indûment l'exercice de la liberté de navigation. On trouve également dans ces résolutions une attention particulière portée aux droits et intérêts de l'État du pavillon dans l'exercice de l'autorisation. Je le disais il y a un instant, il s'agit pour le Conseil de sécurité d'autoriser des mesures que le droit international ne permet pas. Le droit international général ne permet pas, donc en portant atteinte potentiellement aux droits et aux intérêts de l'État du pavillon. Ici, on essaye de rassurer les États du pavillon en demandant systématiquement que les États membres qui vont agir cherchent à obtenir le consentement préalable de l'État du pavillon et tenir compte de ses intérêts. Le Conseil de sécurité, cela est aussi fort intéressant, précise bien que ces résolutions n'ont pas vocation à créer des normes coutumières qui viendraient donc transformer la substance du droit international de la mer. Précaution également quant à la protection des personnes, renvoi au droit international humanitaire, au droit international des droits de l'homme, ce qui était particulièrement impérieux s'agissant de la thématique de la traite des personnes et du trafic des migrants. Et j'en viens assez vite
au deuxième volet de cette présentation, comment ces autorisations données par le Conseil de sécurité, de manière dérogatoire, sont mises en œuvre par les organisations régionales présentes en mer Méditerranée, présentes en Méditerranée centrale, Union européenne, OTAN. Commençons par l'Union européenne et son action au titre de sa politique de sécurité et de défense commune, qui est le volet opérationnel qui permet à l'Union européenne de conduire des opérations civiles ou militaires de terrain. Commençons par la première opération qui a été montée, EUNAVFOR Med Sophia. Je vais aller très vite, mais cette opération est mise sur pied dès 2015, initialement dans l'objectif de lutter contre le trafic de migrants, même si dans un deuxième temps, cela est intéressant, le mandat de cette opération militaire, navale de l'Union a été étendu au respect de l'embargo sur les armes. Ce qu'il est intéressant de noter ici, dans le jeu de l'action de l'Union et de l'autorisation du Conseil de sécurité, c'est que la décision de lancer l'opération a précédé l'autorisation du Conseil de sécurité. Il existait un cadre juridique, mais l'Union européenne, pour garantir l'efficience de son action, a demandé au Conseil de sécurité, en somme, de l'autoriser à conduire des inspections en haute mer, ce que le droit ne lui permettait pas de faire. Et même chose pour l'extension s'agissant de l'embargo sur les armes. L'Union européenne décide de s'en occuper, de prendre cette tâche à bras-le-corps et demande ainsi au Conseil de sécurité de l'autoriser à le faire en haute mer. Cette opération a eu des résultats que je qualifierais de modestes. Je vous laisse prendre connaissance des chiffres. C'est une opération qui a été assez problématique, surtout sur sa fin, puisque la dernière période de l'opération l'a privé de ses navires. C'est-à-dire que les États membres n'étaient plus d'accord, les États membres de l'Union européenne n'étaient plus d'accord sur la clé de répartition des migrants interceptés ou sauvés en mer Méditerranée. Et de ce fait, ils ont décidé de ne plus permettre à Sophia de conduire des opérations navales par ses navires. L'Union européenne a ainsi décidé de remplacer cette opération Sophia par une autre opération, qui est l'opération Irini, effective le 4 mai 2020, qui a connu des débuts difficiles et dont le mandat est inversé par rapport à celui de Sophia. On lui confie en tout premier lieu la surveillance de l'embargo sur les armes, en lui donnant comme compétence complémentaire, disons, la lutte contre le trafic d'êtres humains, la lutte contre le trafic de migrants et la traite d'êtres humains. Alors sur cette diapositive, j'indique en bas incident France-Turquie, appel lancé à l'OTAN pour coopération avec Sea Guardian. Il est vrai qu'à la faveur de cet incident dont je n'ai guère le temps de parler, mais qui est quand même assez significatif, l'Union européenne s'est tournée vers l'OTAN pour lui demander de prêter main forte à l'opération Irini. On a entendu ce matin Monsieur Arnaud nous expliquer que Sea Guardian est une opération robuste. Effectivement, c'est le cas. Et Sea Guardian, il nous l'a expliqué, coopérait dans le cadre d'un arrangement avec l'Union européenne pour soutenir l'opération Sophia de l'Union européenne au travers d'un appui logistique et de l'échange d'informations. Cela n'a pas été renouvelé avec l'opération Irini, ce qui interroge ainsi désormais sur le rôle de l'OTAN en Méditerranée. L'OTAN a fait ses preuves en tant qu'organisation régionale sur sa capacité à conduire des opérations navales très robustes. On en a ici deux exemples, y compris pour faire respecter l'embargo sur les armes à l'encontre de la Libye de 2011. Pourtant, l'actuelle opération Sea Guardian, lancée en 2016, est finalement, depuis que l'Union européenne a basculé dans Irini, peut impliquer, s'agissant de l'embargo sur les armes, et également du soutien pour la lutte contre la traite des êtres humains. Je vais très vite
en présentant ces quelques mots de conclusion. Alors, les autorisations données par le Conseil de sécurité, bien encadrées, bien définies, ont permis à l'Union européenne d'agir en haute mer, en soutien des mesures de lutte contre les activités illicites dont on a parlé. L'action de l'Union européenne est effective, mais elle apparaît tout de même limitée en raison de, il faut pas le cacher, de la difficulté inhérente à certaines des missions. Je pense notamment à l'embargo sur les armes, à des difficultés politiques internes à l'Union sur les enjeux migratoires, je l'ai dit, à des tensions également avec des États tiers qui violent l'embargo. L'OTAN, elle, est restée en retrait jusqu'à présent. Le cadre juridique lui permet d'agir, mais évidemment, elle connaît un contexte qui lui est défavorable, qui est défavorable à son engagement. Dans ce temps, les activités illégales, elles, se poursuivent. Cela a été rapporté par les Nations Unies. Et bien sûr, les nouvelles venant de Libye avant-hier sur le processus politique visant à désigner un nouveau, à mettre sur pied un nouveau régime, ne sont pas non plus à ce jour, très enthousiasmantes. Nous verrons ce que l'avenir dira s'agissant de l'évolution de ces formes de criminalité. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur. Nous allons maintenant, si nous parvenons à établir la connexion avec elle, passer la parole à Chloé Berger du Collège de défense de l'OTAN à Rome. Bonjour Chloé. Pierre. Est-ce que vous allez bien? Oui, très bien. Oui, alors je vais vous présenter très rapidement. Vous êtes chercheuse et conseillère d'études au Collège de défense de l'OTAN à Rome. Vos travaux concernent les questions de défense et de sécurité liées à la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, et plus globalement à l'agenda de l'OTAN en direction du Sud, l'ancien flanc sud de la période de la guerre froide, tout en s'intéressant aux stratégies d'influence russes et chinoises dans la région. Et depuis quelques mois, vous supervisez la définition et la planification académique des programmes destinés aux partenaires du Sud, entre guillemets, Sud de l'OTAN, et vous contribuez aux activités de coopération du Collège de l'OTAN avec le Sud, à travers toute une série de cours. Vous êtes d'ailleurs chargé de cours à Sciences Po Paris. Et je peux en témoigner, avant de rejoindre le Collège de l'OTAN, vous avez passé plus d'une dizaine d'années en Syrie, au Liban et en Égypte, dans différents types de missions, de terrain, de consulting. Et vous avez fait une thèse remarquable sur la Sciences Po Paris, sur la transformation militaire des acteurs du conflit israélo-arabe. Vous allez nous parler de votre vision des enjeux de coopération de l'Alliance avec la Méditerranée. La parole est à vous pour 15 minutes. Alors, merci beaucoup Pierre pour cette introduction. Alors, merci d'avoir rappelé que c'est ma vision personnelle et non pas celle du Collège de défense de l'OTAN ou celle de l'OTAN, même si j'espère ne pas trop m'éloigner. Donc, merci beaucoup à la FMES et à ses partenaires pour l'invitation. Je suis absolument ravie de parler d'un sujet qui est au cœur de ce que je fais. Alors, quelques réflexions sur les partenariats de l'OTAN dans la région. Je pense que c'est tout à fait approprié de réfléchir à la question des partenariats, à ce qu'on a réussi à faire et quelles sont les limites et quelques pistes de réflexion pour l'avenir. Au moment où le secrétaire général a initié ce processus de réflexion sur la manière de préparer l'OTAN à relever les défis de la prochaine décennie, donc ce dont mon collègue Monsieur Arnaud a parlé ce matin, le NATO 2030. Dans ce contexte, bien évidemment, l'ensemble de la NATO Common Structure a été chargé de réfléchir aux moyens d'améliorer ou disons de rendre plus efficace la contribution de l'OTAN à la stabilité de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, sans nécessairement, et on doit le dire dès maintenant, engager plus de moyens. Alors de là découlent plusieurs questions que je vais essayer de traiter rapidement. Quelles sont les réalisations de ces partenariats en 25 ans pour le partenariat du dialogue méditerranéen, 15 ans pour le ICI. Quelles sont les limites qu'on constate aujourd'hui et quelles pistes pour améliorer ces partenariats?
Alors, si on regarde les réalisations des partenariats tels qu'ils existent aujourd'hui, ils ont été pour le dialogue méditerranéen mis en place en 94, pour le ICI en 2004, et puis se sont joints à eux plus tard l'Irak, le Pakistan et l'Afghanistan au titre de partenaires autour du monde. Dans les années plus récentes. Alors, les objectifs restent néanmoins les mêmes pour tous ces partenariats. Tout d'abord, contribuer à la sécurité et à la stabilité de la région, instaurer une meilleure compréhension mutuelle entre l'OTAN et ses partenaires, et il faut bien dire dissiper dans les pays partenaires certaines fausses idées au sujet de l'OTAN, et donc, in fine, mieux expliquer les politiques de l'Alliance. Alors, il y a deux volets dans la coopération. Il y a un volet politique qui, on y reviendra dans une minute, connaît quelques limites. Et puis il y a ce qui a très bien marché depuis 25 ans. C'est la coopération pratique, en particulier dans le domaine militaire. Alors, ce qui a permis, de manière générale, de renforcer l'interopérabilité de ses partenaires avec l'OTAN. Alors aujourd'hui, on a plus de 1000 activités qui sont proposées aux partenaires. C'est dans 30 domaines de coopération. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est monté en puissance de manière très rapide depuis 2004, puisque entre 2004 et 2011, parce qu'on est passé à plus de 700 activités, voire 1000 activités à partir de 2011. Donc 30 domaines de coopération dont je vais vous donner un rapide aperçu. 85% relèvent de coopération d'activités militaires. Une trentaine de secteurs, donc la formation, l'entraînement, les doctrines militaires, la politique et la stratégie de défense, l'investissement de défense, les plans civils d'urgence, la diplomatie publique, la gestion des crises, les armements et le renseignement. Voilà, ça c'est à peu près les grands domaines qui sont abordés qui sont en tout cas le cœur de cette coopération entre l'OTAN et ses partenaires. Alors, une interopérabilité qui a progressé. Vous avez la participation du Maroc, par exemple, et des Émirats arabes unis à la plateforme d'interopérabilité, ce qui veut dire la possibilité de participer à des exercices et à des opérations. Vous avez des discussions régulières entre les partenaires à travers des comités techniques ou la présence d'officiers de liaison, au SHAPE ou encore au Joint Force Command Naples. Vous avez un secteur qui est extrêmement dynamique, qui est la formation professionnelle militaire et l'entraînement. Donc, dans les centres spécialisés de l'Alliance, que sont le Collège de défense ou l'école de l'OTAN au Beramergo, ou encore les centres d'excellence qui n'appartiennent pas à proprement parler à l'OTAN, mais qui sont mis à sa disposition, mais aussi à travers le déploiement d'équipes sur place. Alors, les secteurs les plus demandés par le partenaire, c'est le contre-terrorisme, la formation des forces spéciales, avec depuis peu un intérêt très très marqué pour la cybersécurité, la protection des infrastructures énergétiques, la lutte contre les menaces CBRN et dans une moindre mesure l'échange d'informations ou de renseignements. Et puis, bien évidemment, depuis l'éclatement de la crise Covid, un intérêt très marqué pour la planification civile et tout ce qui est lié au renforcement des capacités de résilience. Alors, vous avez un intérêt que les partenaires, ou quelque chose que les partenaires apprécient, c'est bien évidemment cette capacité de l'OTAN à définir un certain nombre de savoir-faire en matière d'interopérabilité, et ceci notamment à travers les programmes de formation, comme je l'ai dit. Alors, l'autre volet, c'est l'attractivité des activités de defense capacity building, donc de renforcement des capacités des partenaires, donc avec les missions d'assistance à la réforme des secteurs de défense ou de sécurité en Afghanistan ou encore en Irak. On pourrait imaginer dans un court terme, moyen voire long terme en Libye. Peut-être. Vous avez aussi l'activité, en tout cas ces renforcements, ces programmes dont bénéficient la Jordanie et la Tunisie. Alors, ce qui reste aujourd'hui limité, c'est plutôt le dialogue politique. Pourquoi ? Parce que les partenaires, on le voit très clairement, préfèrent les formats bilatéraux au format multilatéral. D'ailleurs, un format multilatéral qui n'existe pas pour les partenaires du Golfe. On voit que le partenariat
le dialogue est un peu au niveau du dialogue méditerranéen est un peu dans l'impasse, ou en tout cas un peu plus mou, si je puis dire. Vous avez des divergences de perspectives et de priorités entre les partenaires. Vous avez aussi des tensions entre ces partenaires. Et puis, vous avez un certain nombre de divergences de priorités, il faut bien le dire, entre l'OTAN et ses partenaires et entre les membres de l'OTAN. Alors, des divergences de priorités qui rappellent quoi? Qui rappellent que la zone sud, la très grande zone, cette très grande périphérie de l'OTAN, ou cette très grande région MENA, qui va bien au-delà de la Méditerranée, est en fait très hétérogène. Vous avez une instabilité qui est continue, parce que vous avez un certain nombre de conflits, mais qui en réalité ont des causes qui souvent sont liées à des problèmes de gouvernance au sens très général du terme. Alors, inégalités socio-économiques, des problèmes politiques, des pressions sur les ressources du fait de dynamiques démographiques, mais aussi des effets du changement climatique, et qui sont autant de problématiques pour lesquelles l'OTAN, finalement, en tant qu'organisation politico-militaire, n'est que faiblement équipée ou préparée à traiter. Alors, il y a aussi peut-être un manque de clarté de la vision de l'OTAN pour les partenaires. Souvent, les partenaires ont un peu du mal à comprendre le concept de projection de la stabilité qui a été lancé au sommet de Prague en 2016. Et surtout, la question, c'est quelle est la définition de cette stabilité? Alors, est-ce qu'on parle d'une stabilité régionale? On parle d'une stabilité au niveau des États, au niveau local? Et ici, on voit bien toute la difficulté de se mettre d'accord sur la nature de cette stabilité entre les alliés, mais aussi, a fortiori, avec les partenaires. Alors, toute la question, c'est de savoir comment y parvenir. Quels sont les vecteurs de cette stabilité? Évidemment, ici, on voit bien les différences de perspective sur le rôle de l'État et les instruments que l'État a à sa disposition, mais aussi sur ce qu'attendent les partenaires vis-à-vis d'un grand acteur international et d'une coopération. Alors, quels sont les avantages de l'OTAN par rapport aux coopérations bilatérales avec les États-Unis ou les alliés européens, mais aussi, bien évidemment, la Russie et la Chine qui sont de plus en plus présentes dans la région. Et puis, quel est l'avantage de l'OTAN par rapport à l'Union européenne l'OTAN ayant, comme je l'ai dit, des moyens qui sont beaucoup plus réduits en termes de spectre. Alors, voilà, tout ça m'amène à également discuter, si vous voulez, d'une deuxième limitation, c'est le problème des partenariats, de la géographie de ces partenariats. Alors, est-ce que l'OTAN aujourd'hui a une capacité à agir véritablement sur les problèmes du Sud et notamment sur les problèmes, disons, l'origine de ces problèmes? Alors, c'est ce qui pose la question d'une éventuelle extension de ces partenariats au Sahel. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut probablement discuter. Alors, quelques pistes de réflexion pour améliorer ces instruments. Rendre les partenariats plus efficaces, ce serait peut-être revoir le cadre géographique pour les mettre plus en cohérence avec les réalités géopolitiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire un partenariat peut-être Afrique du Nord et Sahel, qui pose la question, comme je l'ai dit, de l'extension plus loin vers le sud, de l'intégration peut-être des pays du G5 Sahel. Alors ici, la Mauritanie pourrait jouer un rôle pivot. Et de l'autre côté, d'avoir un partenariat Grand Moyen-Orient, je dirais, qui intégrerait Israël et la Jordanie. Alors, dans le contexte de la normalisation des relations, on voit bien que, avec un certain nombre de pays arabes, on voit bien qu'aujourd'hui, les priorités, par exemple d'Israël, sont plus proches de celles des pays du Golfe. Reste la question de l'Égypte. Que faire de l'Égypte, puisque l'Égypte se trouve un petit peu à la charnière. Alors voilà, peut-être qu'une autre piste serait de transformer ou de compléter ces partenariats par des partenariats que j'appellerais fonctionnels, c'est-à-dire des sortes de comités techniques qui regrouperaient les alliés et les partenaires intéressés par différentes questions, autour de différentes questions telles que alors, je ne sais pas, la lutte contre le terrorisme, par exemple. Et puis, ces comités pourraient intégrer aussi des représentants d'organisations internationales pertinentes. Alors, l'objectif, ce serait à la fois de renforcer le dialogue politique, mais aussi de favoriser la discussion entre partenaires, peut-être aplanir un certain nombre de tensions, partager également les bonnes pratiques entre les partenaires et les alliés, favoriser la coopération sud-sud, in fine, ce qui serait tout à fait nécessaire si on veut avoir un effet de stabilisation au niveau régional. Alors, finalement, quels pourraient être les domaines
de cette coopération, l'assistance à la réforme des secteurs de sécurité, bien sûr, en coopération avec l'UE, ou d'autres acteurs régionaux, comme l'Union africaine. La coopération en matière de sécurité maritime, on l'a bien vu, la question des intrications entre la piraterie, les trafics et évidemment la protection des intérêts critiques des alliés. La sécurité des infrastructures énergétiques, la coopération sur les questions de trafic, et là il faudrait bien évidemment pouvoir intégrer d'autres acteurs. Ensuite, je pense à la question de tout ce qui est lié aux approches hybrides au sens large, avec la question des technologies qui sont aujourd'hui à la disposition de ces acteurs hybrides. Et puis finalement, la question de la résilience, qui est aussi très importante. Alors, au-delà de ces enjeux en termes fonctionnels, peut-être le dernier, le haut du chapeau, comment améliorer la dimension politique des partenariats, comment améliorer ou renforcer la relation de l'OTAN avec ses partenaires. Écoutez, il faudrait essayer peut-être de mieux aligner les priorités de l'OTAN, et les priorités des alliés aussi et des partenaires. Alors avoir une discussion politique peut-être plus ouverte pour atteindre une compréhension commune des problématiques. L'OTAN peut certainement être un forum de discussion entre l'OTAN et les partenaires, mais aussi entre les alliés concernant un certain nombre de divergences sur le Sud. Il faudrait qu'on ait une vision plus claire de ce que l'OTAN veut faire au Sud et notamment mieux communiquer cette vision. Alors à travers un effort de Stratcom en direction des pays partenaires. Alors la promotion des missions et des valeurs de l'OTAN à travers peut-être des vecteurs, des médias qui parlent en arabe. Peut-être à travers les réseaux sociaux, mais aussi le centre, le ICI NATO Regional Center au Koweït, qui pourrait être un relais vers les pays de la région, ou encore le hub à Naples, qui permet d'élargir les relations de l'OTAN au-delà de ses interlocuteurs traditionnels, donc société civile, ONG, mais aussi géographiquement d'établir des relations avec des pays d'Afrique sahélienne et subsaharienne. Alors, comment in fine, renforcer les effets finaux, ou je dirais de long terme de ces partenariats, ici, il y a un problème de ce qu'on appelle ownership, le sens d'ownership des partenaires vis-à-vis de ces activités. Ça reste une question à poser. Quels sont les incentives pour ces partenaires à renforcer leur coopération avec l'OTAN. Ceci est quelque chose sur lequel on doit travailler. L'interopérabilité est définitivement la carte maîtresse de l'OTAN dans ce domaine. Cependant, il faut pas ignorer que bien évidemment il y a d'autres acteurs sur le marché et donc il faut essayer de définir peut-être des domaines peut-être un peu niche où l'OTAN a vraiment une expertise très poussée. Ce qui pourrait avoir une valeur complémentaire à ce que fait par exemple l'Union européenne déjà dans la région, mais aussi essayer d'associer d'autres partenaires comme l'Union africaine ou le Conseil de coopération du Golfe. Alors bien évidemment, tout ça nécessite une vision politique et une volonté politique déterminée, affirmée. Les initiatives qui ont été lancées par le secrétaire général sont très encourageantes à ce titre, et je ne doute pas que le prochain sommet verra un certain nombre d'avancements sur ces questions. Voilà, je vais terminer ici parce que je pense que j'ai été un petit peu longue. Merci beaucoup Chloé, c'était parfait. Je suis certain que vos propos vont susciter un certain nombre de questions. Je crois que j'en vois déjà circuler et j'en ai plusieurs en tête. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Durampart et Bilal Aroufoun qui s'exprimeront à deux voix sur justement cette fois-ci le ressenti des populations locales de la rive sud. Michel Durampart est professeur à l'université de Toulon et membre du conseil de l'école doctorale de cette université. Il est directeur du laboratoire en sciences de l'information et de la communication des universités Toulon et Aix-Marseille. Ses recherches portent sur les relations entre savoir et société liées aux dispositifs numériques, à la fois au Maghreb et au Proche-Orient, sur la communication digitale et sur l'évolution des apprentissages des outils numériques dans ces deux régions, donc de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et il est l'auteur de nombreuses publications. Bonjour Michel. Et Bilal Aroufoun enseigne à l'Université de Toulon en qualité d'ATER au sein de l'unité de recherche Ingémédia.
et du laboratoire de sciences de l'information du professeur Durand-Parr. Ses recherches doctorales portent sur les formes d'expression audiovisuelle de la radicalité au Liban, mais aussi sur l'expression citoyenne observable au sein de l'espace arabo-berbère. Et donc, à tous les deux, vous allez tour à tour nous livrer votre vision de comment les populations de la rive sud perçoivent justement tous ces enjeux. La parole est à vous. Bien. Vous m'entendez là sur le micro, ça va? C'est l'effet du casque. Je donnerai d'abord la parole à Bilal Aroufoun, sachant que nous, on est sur une orientation qui est plus basée un peu sur l'étude du contexte dans ces deux pays et la sensibilité ou les variations des populations en relation avec les messages qu'on leur envoie et aussi évidemment la présence, en saluant bien sûr les deux grands acteurs de cette journée, Monsieur Razou au nom de la FMES et l'OTAN. Donc Bilal, tu as la parole. Merci beaucoup monsieur le directeur pour cette introduction. Comme Michel Durand-Parr vient de le souligner, on va traiter beaucoup plus de deux pays, donc du Liban, et je laisserai la parole tout à l'heure à monsieur Durand-Parr pour le faire. Et pour moi, je vais m'inscrire dans une approche compréhensive qui va essayer d'expliciter beaucoup plus les phénomènes sociopolitiques et économiques observables aujourd'hui en Algérie et notamment depuis février 2019. Donc, en s'inscrivant dans cette optique-là et si on prend en compte toutes les manifestations et tous les événements survenus en Algérie depuis, comme je l'ai dit, février 2019, de facto, une grille de lecture s'offre alors à l'observateur. Et c'est dans cette perspective que je vais essayer de développer 3 points saillants qui sont dans un premier temps donc revenir un peu sur les principaux enjeux et les conséquences du Hirak, donc le Hirak en Algérie, le Hirak du 22 février 2019, ce mouvement populaire qui a protesté, qui s'est soulevé dans toutes les villes et dans tous les villages du pays pour réclamer l'instauration d'une vraie démocratie, d'un État démocratique. Et comme l'ont souligné et l'ont soulevé plusieurs observateurs algériens et internationaux, le pacivisme était le mot d'ordre de ce mouvement. Alors, ce que je voudrais souligner ici, c'est que ce ne sont pas tant les manifestations ni les contestations qui ont été et qui sont inédites, mais c'est plutôt des indices démographiques et sociaux qui soulignent un changement radical, sinon très remarquable. J'entends par là deux indicateurs. Le premier qui est générationnel, parce qu'il faut savoir que les jeunes qui sont sortis manifester, tous n'ont pas connu les années noires, les années donc la décennie noire, les années 90 qu'a vécu l'Algérie, et générationnel aussi parce qu'il y avait la rencontre entre les grands-parents, les parents et les petits-enfants qui marchaient ensemble. Ensuite, le deuxième indicateur, il est social. J'entends par là plutôt un indicateur de l'éducation, parce que quoi qu'on puisse dire et quoi qu'on puisse en penser des étudiants et de nombre des étudiants algériens qui, à l'issue de leur parcours universitaire ou à l'issue de leurs études, ne trouvent pas de travail et à qui on ne propose pas de réel parcours professionnel, force est de leur reconnaître quand même une véritable conscience de la chose politique, c'est-à-dire des initiatives dans la cité, faire vivre et participer à la vie de la cité. Alors, je voudrais souligner quelque chose aussi pour en continuité de ce premier point, c'est que au cours des manifestations dernières, mais aussi de ce qu'on a pu observer avec Michel Durand-Parr, et on a publié sur cette question, nous avons constaté l'émergence d'une expression citoyenne qui traduit une participation sociopolitique lorsque l'espace public est marqué par une forme de fermeture. Et une fermeture, en fin de compte, à l'expression contraire. Et c'est une cyber-expression qui prolonge une volonté de réappropriation de l'espace
public, mais pas que, mais aussi des symboles qui circulent dans cet espace. Et dans ce même registre, et outre le drapeau national qui a été que se sont réappropriés les manifestants, les hirakistes, le peuple s'est réapproprié aussi d'une certaine manière les figures historiques et d'autres symboles, notamment les figures du fameux novembre 54. Mais aussi se sont réappropriés cette volonté de faire fonctionner la chose politique et de participer à cette chose, et notamment avec plusieurs mots d'ordre et des slogans qui se sont fait entendre. Je cite ici une deuxième indépendance. Donc ces manifestants demandent et réclament, revendiquent une deuxième indépendance. Maintenant, ce n'est plus une indépendance qu'a connue l'Algérie historique et elle est souveraine aujourd'hui. Ces manifestants demandent une indépendance populaire. Et vous allez voir quelques exemples aussi très saillants et marquants. Ils demandent aussi, et c'est là tout l'intérêt aussi à la fin de ce propos, un État civil et non pas militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, ce slogan, un État civil et non militaire, peut valoir l'emprisonnement. Le Hirak a mis fin, et on le sait, a mis fin au despotisme de Bouteflika. Mais l'élection du locataire, donc du nouveau locataire du palais présidentiel Abdelmadjid Tebboune le 12 décembre 2019 n'a pas arrêté les contestations populaires, bien au contraire. D'autres slogans se faisaient entendre dans le terrain de la protestation, c'est-à-dire dans la rue, mais résonnaient aussi sur le web. Et à l'instar de celui-ci, Tebboune est un imposteur, c'est l'armée qui l'a choisi, il n'a pas de légitimité. Alors, Monsieur Tebboune, donc l'actuel chef d'État algérien, le 4 octobre dernier, a souligné dans une interview avec le New York Times, il avait annoncé la fin du Hirak. Donc, son élection, elle est présentée comme étant la volonté absolue du peuple. Et avec ceci, en lui proposant et en lui permettant d'avoir une nouvelle Algérie avec comme principal projet une nouvelle mouture de la Constitution, une nouvelle Constitution qui a été mise au référendum le 1er novembre dernier. Concernant ce référendum, il faut noter quelque chose, c'est le taux de participation qui est très remarquable, de 23,84% plus exactement, et ce chiffre en dit beaucoup sur les revendications populaires. Et je reviens sur le texte de cette constitution. Dans le préambule de cette proposition donc de constitution, il est fait référence au Hirak, à ce mouvement social et populaire, dans ces mots précis. Je cite, « Le peuple soucieux de traduire dans cette Constitution ses aspirations à des mutations politiques et sociales profondes pour l'édification d'une Algérie nouvelle, telle qu'exprimée pacifiquement depuis le Hirak populaire originel, je souligne bien originel, du 22 février 2019. » C'est-à-dire que tout simplement, cela veut dire que toutes les manifestations, toutes les protestations qui ont suivi la démission forcée de Bouteflika ne sont pas légitimes. Je vais devoir conclure et je passe sur un point, peut-être qu'après avec les discussions on pourra revenir sur des points saillants. Avant de donner juste la parole à Monsieur Durand-Part, en définitive, en fait, aujourd'hui, l'Algérie, cette nouvelle Algérie du 12 décembre 2019 et du 1er novembre dernier n'est somme toute qu'un agglomérat de cultures sociopolitiques qui se regardent dans le rétroviseur de l'histoire récente de ce pays. Merci Michel Durand-Part pour le Liban. Merci. Donc on va faire un saut à l'autre bout du spectre en effet miroir. Alors je vais essayer d'être très très rapide. J'avais choisi de faire un très rapide tableau sur les trois grands niveaux militaire, économique et politique. Au niveau militaire, on peut mettre en place des idées reçues,
les Américains sont actuellement les plus grands pourvoyeurs d'aide pour l'armée libanaise. C'est à un tel niveau que les hauts gradés de l'armée américaine dénomment dans les coulisses « Our Baby », le Liban. Donc c'est pour vous dire que l'idée d'un retrait, au pire moment même des stratégies de retrait de Donald Trump, serait plutôt à entendre du côté d'un déploiement et de choix stratégiques très précis qui peut-être écarte l'Amérique de certaines régions, par contre la réinvestissent ailleurs. Au niveau économique, alors il est évident que la situation est catastrophique et inextricable, mais pour y être allé, malheureusement, il y a 1 an, j'ai pas pu y retourner, j'y vais à peu près 2 fois par an pour des coopérations que je mène là-bas. J'avais vu déjà, il y a 1 an, avant le pire, c'est-à-dire avant ce qui s'est passé cet été, une espèce de résignation, on pourrait presque parler d'une morbidité dans la population libanaise face à une situation économique qui devenait de plus en plus catastrophique et inextricable. La dévaluation de la monnaie, la dette colossale, une hyperinflation, une pression du FMI déjà ancienne, qui n'a jamais été pris en compte, et ça provoquait véritablement une forme de résignation, voire de morbidité dans la population qui se disait que décidément, il n'y avait pas moyen d'en sortir. C'est intéressant parce que le Liban a connu des crises majeures et j'avais rarement vu un tel état de, je dirais, un peu de désespoir dans la population, alors qu'il s'agissait avant tout à ce moment-là d'une crise économique. C'est pour vous dire à quel point ça pèse aussi beaucoup dans le contexte. Ensuite, l'impasse au niveau politique incarne le fait de ne pouvoir former un gouvernement de compétences pour sortir le pays de la crise, et qui est toujours actuel, provient du fait que les leaders communautaires, claniques, c'est très compliqué au Liban, c'est des strates, c'est, je le redirai, mais bien plus souvent finalement communautaires, interethniques et claniques que religieux, contrairement aussi à l'idée reçue qu'on pourrait avoir. Et cette idée que la radicalité politique présente au Liban au plus haut niveau ne met jamais en priorité l'État-nation, mais bien plutôt défendre les intérêts de leur clan et de leur communauté. Et on peut dire malheureusement que le système politique, et c'est ça qui est terrible dans la fiction de la partition des pouvoirs entre les 3 grandes communautés, chiites, sunnites, chrétiennes et druzes, 4, finalement qui est une fiction que pratiquement maintenant tous les Libanais qu'on considère comme une fiction, ne fonctionne plus, mais elle a donné une forme de paravent qui a pris l'habitude finalement de contourner constamment l'intérêt même de l'État-nation. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde comment la population, finalement, c'est toujours évidemment très général de dire ça, réagit parce que elle, lorsqu'elle intervient, elle fait référence à cette idée d'un État-nation, d'un grand Liban, d'un Liban avant tous les autres intérêts possibles et imaginables qui forment pourtant la mosaïque, j'irais presque matricielle. Et on peut parler de cette matrice interculturelle et ethnique qui a fait toujours la richesse et la diversité du Liban, mais aussi ses grands drames. Il y a une chose auquel les Européens prêtent souvent peu attention. Dans les 2-3 dernières années, c'est plus d'1,5 million de réfugiés irakiens et surtout syriens qui sont arrivés sur le sol libanais. Et j'ai envie de le dire, c'est nous qui leur avons demandé ça. C'est-à-dire, c'est sous la pression de l'ONU, des grandes puissances internationales, parce qu'on voulait surtout pas, on parlait tout à l'heure des 2 millions ou 3 millions qui sont en Turquie, mais pour un pays qui a à peine 5 millions d'habitants, il y en a 1,5 million de réfugiés accueillis dans des conditions qui permettent pas de les classer statistiquement, de savoir de quelle tendance ils sont, surtout pour les Syriens. Ils sont dans la plaine de la Bekaa, ils sont aussi dans la périphérie des grandes villes, notamment autour de Beyrouth, ils sont massivement autour de Beyrouth, et ça aurait pu provoquer, imaginez si la France accueillait, je ne sais pas moi, 5 millions de réfugiés d'un seul coup sur son propre sol, vous imaginez les secousses que ça provoquerait. Il n'y a pas eu véritablement de secousses. Bien sûr, les Syriens sont regardés quand même comme originaires du grand frère ennemi historique, et il y a une certaine défiance qui s'exprime. Il y a eu des heurts, il y a eu des difficultés, mais il n'y a pas eu de bouleversement gravissime. Et si vous ajoutez à ça la présence historique de plus de 150 000 Palestiniens qui sont maintenus dans une forme d'infra ou de sous-citoyenneté, du fait des reliquats de la guerre civile et d'un statut quasiment de non-citoyen que l'État s'emploie à laisser dans l'informel, vous avez une loi particulière que pourtant un certain nombre d'hommes politiques libanais essayent de combattre, que si une Libanaise épouse un Palestinien, elle ne peut pas transmettre la nationalité. Donc vous avez même à ce niveau-là quasiment des lois d'exception, quoi. Donc le Liban reste une terre de conflits, de mémoire et de tensions.
transfusé et infusé à la fois sur le plan de la grande région. Sur le plan des grandes puissances régionales et internationales, on a toujours su que le Liban était finalement une terre de conflit par délégation, et les agissements notamment du Hezbollah par rapport à l'Iran en est une illustration, mais il y en a bien d'autres, et ça vaut aussi pour les puissances occidentales. Et surtout, ce qui pose véritablement le problème majeur, c'est que cette omnipotence politique dont je vous ai parlé, elle est aussi présente dans les institutions et les infrastructures. Quand j'enseigne au Liban, toutes les heures, j'ai une coupure d'électricité. C'est-à-dire que derrière l'apparence parfois d'une modernité très très flamboyante, ne parlons pas du traitement des déchets, il y a une véritable précarité et et on en voit évidemment maintenant les effets très accentués. Donc pour finir, on pourrait dire que les fractures sont intercommunautaires au Liban, mais aussi infracommunautaires. Vous avez parfois des détestations, ça m'a frappé, plus vives entre chrétiens qu'entre chrétiens et sunnites, c'est pour vous dire. Et vous avez historiquement eu un accord entre le président actuel en est le représentant, entre des chrétiens et des chiites, par rapport à des mouvements historiques qui se sont passés à l'issue de la guerre civile. Donc il y a des conflits communautaires, claniques, identitaires, fractionnels, plus que religieux. La religion s'en sert souvent d'alibi dans ces cas-là. Et ça ne facilite évidemment pas une concorde nationale permettant la venue au pouvoir d'un gouvernement échappant au prisme communautaire, clanique et religieux en réparation des grandes crises récentes. La crise économique, poursuivie par la crise sanitaire, avec une nouvelle crise économique et l'explosion du 4 août, on voit bien à quel point il y a une espèce de cortège du malheur qui se manifeste. Et en rapport avec ça, vous avez véritablement, on l'a constaté souvent avec Bilal, parce qu'il travaille aussi sur le terrain libanais, une véritable émergence d'une société civile. Ça, c'est assez remarquable et c'est sans doute lié aussi à toute la complexité, à toute l'histoire mixte, je dirais, et interculturelle libanaise. Et elle se manifeste beaucoup, cette société civile, sur les réseaux sociaux numériques, sur le web. Et son mot d'ordre actuel, c'est « dégager tous ». C'est pour vous dire à quel point la fracture est forte entre une population qui ne sait plus vraiment, j'ose pas dire à quel sein se vouer, mais à qui se vouer, et surtout pas à son propre gouvernement. Et alors, la grande duplicité par rapport à ça, c'est vrai que le Liban est une terre de contraste, mais aussi une terre de leurre. C'est vis-à-vis du risque de toujours de nouvelles ingérences étrangères ou supranationales, c'est cette contestation nationale au nom des intérêts premiers et d'une évocation forte de l'État libanais, elle peut se désagréger lorsque les intérêts vitaux des personnes sont touchés. Autrement dit, lorsqu'ils n'ont plus rien, c'est quand même avant tout vers leur communauté, leur clan, leur fraction religieuse qui vont se retourner et oublier à ce moment-là tout l'élan qu'ils ont mis envers un élan vers leur pays, vers le Liban au-delà de tous les intérêts privés ou égoïstes. Et c'est pour vous dire à quel point le jeu est très complexe et la situation est tellement imbriquée que on ne sait pas très très bien quelles sont les dynamiques qui peuvent porter l'évolution du Liban pour demain. Voilà, merci. Merci beaucoup Michel Durand-Part. En vous écoutant, il me revenait en mémoire deux conseils que m'avaient prodigués de vieux chercheurs les premières fois où j'ai mis le pied au Liban, qui étaient, si vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe sur place, oubliez tout ce qu'on vous a dit, oubliez les communautés, oubliez les mythes, et suivez l'argent et suivez les mariages. Et voilà, c'était juste une anecdote, mais je trouve que c'était assez parlant et ça finalement ça recoupe assez bien ce que vous disiez. Tout d'abord, j'allais dire, je serais tenté de vous faire réagir 2-3 minutes chacun sur ce que les uns et les autres vous avez dit, en commençant donc par, et après, je vous rassure, j'ai un flot quasi ininterrompu de questions, donc j'ai de quoi alimenter la conversation ensuite jusqu'à tard ce soir. Non, on s'arrêtera à l'heure prévue. Donc peut-être pour commencer, Jean-Christophe Martin, tout ce que l'on vient de dire, qu'est-ce que ça vous inspire ? Énormément de choses. La table ronde est très très riche. Les sujets ont été nombreux. Peut-être juste réagir à la dernière communication du capitaine de vaisseau Cheikh, puisque sa présentation était assez complémentaire finalement de la mienne. Alors,
La mienne portait plutôt sur la Méditerranée centrale et je tiens simplement à ajouter que le comportement turc, certes, est très problématique dans la partie orientale du bassin, mais également et de plus en plus dans la partie centrale, à partir de la situation libyenne, et l'incident que j'évoquais en est une bonne illustration. Donc effectivement, on se doute bien qu'il s'agit là d'un des problèmes majeurs que rencontre l'organisation, l'OTAN, dans le monde d'aujourd'hui, s'agissant de son action en Méditerranée. Merci beaucoup. Chloé Berger depuis Rome. Oui, merci Pierre, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Une chose que je trouve très intéressante, c'est les présentations de nos collègues, ce qui se passe en Algérie d'un côté et au Liban de l'autre. Et qui, probablement, lorsque l'OTAN réfléchit aujourd'hui sur les défis à venir dans la prochaine MENA, ou en tout cas la NATO 2030, il faut bien imaginer que certainement ces défis, l'instabilité qui règne dans la région et probablement le fait qu'un certain nombre de régimes pourraient connaître, si vous voulez, des situations comparables à celle du Liban ou de l'Algérie, ce qui illustre différents plans. La question à la fois de la transition politique d'un côté, la question de l'accumulation de crises économiques, sociales et finalement politiques de l'autre côté au Liban. Et donc la question, c'est qu'est-ce que l'OTAN peut faire dans ce contexte? Alors, pour contribuer à la stabilité de la région, qu'est-ce que l'OTAN peut faire? On voit bien ici que, effectivement, l'OTAN si vous voulez, peut jouer un rôle de lead dans la question de la réforme des secteurs de défense et de sécurité, dans le fait de renforcer les capacités de ces pays, notamment en matière par exemple, de contrôle des frontières ou des trafics. Mais évidemment, il y a tout un pan de problèmes que l'OTAN ne peut pas résoudre. Et là, c'est tout l'intérêt de la coopération avec l'Union européenne en particulier. Et la question de comment on peut avancer aujourd'hui dans le contexte actuel dans cette coopération, l'approfondir, voilà, ça reste un enjeu majeur. Merci beaucoup. J'en profite pour vous féliciter pour votre carte, qui est intéressante derrière vous, telle qu'on la voit à l'écran. Ceux qui vous voient comprendront. Maintenant, je passe la parole à Michel Durand-Parr et à Bilal Aroufoun. Oui, je sais pas surtout par rapport à la dernière intervention. En fait, on a cumulé un tableau finalement assez noir, quoi. Et c'est vrai que la région est embrasée. En plus, il y a des conflits locaux, régionaux qui pèsent très très fort. La Libye, la Syrie, l'Irak. On n'a pas parlé beaucoup de l'Irak, mais c'est pas réglé non plus, etc. Et puis, on a laissé un peu dans l'ombre les grands absents qui sont pourtant très présents, que peuvent être les monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, etc. On va en parler dans les questions. Et oui, et qui pèsent aussi sur ces régions-là et qui ont des rôles à la fois formels et informels, et souvent plutôt informels et souterrains, qui activent. Je pense que par rapport à ce qui a été dit, on voit quand même peut-être deux choses qui peuvent se dessiner, parce que l'intervention du commandant à la fin posait bien sur les dissensions qu'il peut y avoir au sein même de l'OTAN. Je crois que c'est un des espoirs qu'on peut avoir, c'est peut-être une politique plus convergente dans les grands alliés. Je voulais le dire dans mon intervention, quand le président Macron, qui bénéficiait d'un certain aura, il faut voir comment il a été accueilli et reçu suite à l'explosion quand il est allé au Liban, avait commencé à mettre en germe, à secouer un peu le cocotier et puis à mettre les responsables politiques. Là, il leur parlait en tant que responsable politique, il leur a parlé aussi en tant que responsable de communauté. Un plan qui permettrait d'avoir un gouvernement peut-être plus technique, moins clivé. Or, tout de suite derrière, le président Trump a mis sous séquestre et a demandé qu'on séquestre les comptes des principaux membres du Hezbollah, c'est ça Bilal, et ça a tout de suite fait
réagir alors qu'il y avait un certain consensus qui se faisait, et ça a tout de suite fait réagir et clasher cette possibilité qu'une certaine concorde se rétablisse. Et de l'autre côté, je pense que ce qui peut manquer aussi, c'est que on a trop d'interlocuteurs, quoi. C'est-à-dire que je suis pas forcément un nostalgique du panarabisme, mais je pense aussi que le problème qui est pas deux grandes voix qui s'expriment et qu'il y ait des intérêts très très clivés de la Turquie vers les monarchies du pétrole, de l'Iran par rapport aux monarchies justement du Golfe, ce manque d'une parole unie, ou en tout cas qui est à mon avis quasiment impossible, mais en tout cas d'un courant, d'une approche qui permettrait d'avoir peut-être, je parlais tout à l'heure de l'État liban d'un côté contre l'émiettement de toute une mosaïque communautaire et ethnique et religieuse derrière. Bah, c'est ça aussi qui manque en face, c'est qu'on a des interlocuteurs très résolus et on a certainement un manque d'interlocuteurs qui pourraient s'élever au-dessus de toutes ces marmites et toutes ces tensions. Merci, on reviendra tout à l'heure à la situation libanaise. Bilal Harofoun, vous voulez réagir ? Juste peut-être revenir sur un seul point, c'est cette crise qu'on vit aujourd'hui, cette crise exceptionnelle qui a touché tout le monde, et notamment pour répondre pas à la question de Madame Berger, mais comment l'OTAN peut aider ou réagir ou en termes d'interaction militaire, notamment avec l'Algérie ou le Liban. Ça relève du discours, j'allais dire, officiel et même militaire. Tout à l'heure, j'ai été coupé parce que bien sûr, j'avais pas le temps, mais les 3 points que je voulais aborder, c'était cette fameuse question du Hirak, donc de la contestation populaire en Algérie. La deuxième, c'est cette crise sanitaire, mais qui donne aussi à voir une crise économique qui pourrait, je veux pas être pessimiste, mais qui pourrait emmener vers le gouffre total l'Algérie actuelle. C'est-à-dire que c'est un pays quand même qui ne vit. Alors peut-être que je vais être radical, mais quand même, on sait très bien que plus de 60% des rentrées, si vous voulez, économiques des caisses de l'État proviennent de la rente pétrolière. Or, on le sait aujourd'hui, et notamment avec cette crise due au coronavirus, il y a une chute de plus de 40% des exportations du pétrole en Algérie. Et aussi pour revenir à cette question de l'OTAN et des discussions militaires, le 3e point que je voulais aborder, c'est la figure du militaire, de l'institution militaire en Algérie. Parce que quand j'ai souligné, et je vais juste finir avec ça, quand j'ai souligné le fait que les citoyens demandaient un État démocratique et un État civil et non pas militaire, c'est aussi pour aborder cette question, et notamment aujourd'hui, peut-être que Monsieur Martin, expert en droit international, pourrait réagir sur cela. La nouvelle constitution algérienne donne la possibilité à l'armée, notamment grâce à l'article 31, il me semble, et 91 de la nouvelle constitution. Il donne l'occasion à l'armée, en tant qu'institution militaire, bien sûr, d'aller participer au maintien de la paix. Derrière, il faut comprendre bien sûr au conflit, en dehors de ses frontières. Chose que l'Algérie a déjà fait dans le passé, mais inscrire ça officiellement dans une constitution, donc le peuple voulait on avait une question sur le sujet, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Très bien, merci. Précisément sur ce point. Si les autres intervenants sont d'accord, je vais passer la parole à Chloé Berger, parce qu'en fait j'ai un flot de questions qui sont assez structurelles liées à l'OTAN. Puis ensuite on parlera tous ensemble un petit peu plus de questions régionales liées au pays avec vous trois. Donc Chloé Berger, je vous reprends en ligne. J'ai 2 questions pour vous. La première, c'est: faut-il mettre l'accent sur la coopération sud-sud pour accroître la stabilité en Méditerranée? Vous en avez à peine parlé, mais apparemment plusieurs personnes réagissent dessus. Et puis, comment améliorer la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN, là aussi pour accroître la stabilité en Méditerranée? Et si vous voulez réagir également donc aux 3 premières questions qui étaient posées au capitaine de vaisseau Chegg, qui sont finalement aussi un petit peu dans votre périmètre, n'hésitez pas.
Écoutez, merci beaucoup pour ces questions. Alors, évidemment, elles sont toutes les questions qui ont été posées. Enfin, en gros, c'est 5 questions qui sont tout à fait liées. Peut-être une chose sur laquelle il faut revenir. J'espère que vous Oui, sans problème. bien. Une chose sur laquelle il faut revenir, et là où je suis d'accord avec mon collègue du ministère. C'est que si vous voulez, il faut remettre un peu en contexte ce que fait l'OTAN et se poser la question finalement des contributions réelles. Alors, il y a la question de ce que fait l'OTAN en tant qu'organisation, et puis il y a la question de ce que font les alliés. Si on regarde la coopération en Méditerranée, on s'aperçoit qu'on est, enfin en Méditerranée, et j'étends à l'Afrique du Nord avec les ramifications Sahel d'un côté, le Levant avec les ramifications vers le Golfe de l'autre côté, on s'aperçoit qu'en fait, on a un millefeuille de coopération. La question aujourd'hui pour l'OTAN, c'est plus de dire comment arriver à avoir si vous voulez, être plus efficace, ou en tout cas rationaliser ces coopérations, afin de ne pas avoir si vous voulez, de coopération ou d'activités qui sont redondantes avec l'Union européenne, ou avec les coopérations bilatérales, puisqu'à la fin, in fine, ce sont les mêmes acteurs. Pour une très grande majorité, vous avez un grand nombre de membres à l'OTAN qui sont également dans l'Union européenne et qui également, chacun en national, ont un certain nombre d'activités de coopération avec nos voisins de la Méditerranée. Donc, si vous voulez, toute la question aujourd'hui, c'est d'arriver pour l'OTAN à se positionner dans ce millefeuille entre guillemets de coopération, et c'était ce que le secrétaire général a demandé très expressément dans le cadre de cette réflexion sur la manière d'améliorer, sur les voies possibles pour améliorer la coopération avec la région MENA. C'était de réfléchir à comment rationaliser et du coup rendre plus efficaces nos coopérations. Donc, il faut identifier des secteurs niches et essayer de ne pas être redondant avec ce que fait l'Union européenne. Alors, évidemment, le commandant l'a tout à fait bien souligné. L'OTAN n'a pas les moyens de l'Union européenne, si vous voulez, pour toutes les questions de développement, par exemple. C'est pas du tout une mission otanienne. Donc, encore une fois, comment identifier les secteurs où l'OTAN a une vraie valeur ajoutée, c'est probablement ça la question. La question du hub, c'était justement, et pourquoi ça m'amène à parler du hub, parce que c'était la mission première du hub, en fait, que de mieux identifier les endroits où il y a des redondances et inversement des endroits où en fait il y a des trous dans la coopération. Et donc, le hub essaye de cartographier, si vous voulez, toutes les activités de coopération qui existent en Méditerranée, en national, Union européenne, mais aussi, évidemment, avec ce que fait l'OTAN. Ce qui n'est pas une tâche aisée, disons-le, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de publiciser l'ensemble de ces activités de coopération. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une question sur... Ah oui, d'accord, la question qui s'affiche, pardon. Donc, faut-il mettre l'accent sur la coopération sud-sud? Eh bien, écoutez, c'est à mon avis une voie possible. Il faut se rappeler que dans l'idée de projeter la stabilité et d'avancer, aujourd'hui, le commandant l'a bien dit, on arrive pour le dialogue méditerranéen un peu à un moment où il faut réfléchir à de nouveaux moyens pour un peu redynamiser, si vous voulez, nos programmes de coopération. Effectivement, une voie possible, c'est d'essayer de favoriser les transferts de bonnes pratiques. Donc, la coopération sud-sud. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit quand on regarde, si vous voulez, les routes des trafics, l'ensemble des problématiques sécuritaires qui sont liées à l'Afrique du Nord et qui remontent vers la Méditerranée, qu'en fait, on a plutôt des dynamiques qui sont nord-sud, et puis en fait on n'a pas de coopération ouest-est ou est-ouest. Pourquoi ? Parce que ces pays ne coopèrent pas les uns avec les autres. Alors pour différentes raisons, mais souvent parce que il y a un certain nombre de tensions politiques préexistantes. Et si vous voulez, c'est assez difficile d'imaginer stabiliser et en fait renforcer la sécurité dans cette région si évidemment il n'y a pas de coordination régionale. Alors comment avoir une coordination régionale quand vous n'avez pas de coopération est-ouest? C'est un peu le problème.
Alors évidemment, l'OTAN n'est pas un forum si vous voulez, un forum diplomatique, mais assembler ou en tout cas essayer de rassembler un certain nombre de partenaires sur des points précis de coopération technique, pour parler de contrôle des frontières, par exemple, avoir des coopérations, si vous voulez, plus tactiques ou aller dans l'opérationnel, c'est tout à fait faisable. Et c'est probablement une des voies qui devrait être explorée par l'OTAN. Ici, intégrer les partenaires du ICI, donc avoir les partenaires du Golfe, pourrait tout à fait aussi être intéressant. On voit notamment que dans la sécurité maritime, finalement, on pourrait très bien imaginer avoir des formats de coopération où ce soit, si vous voulez, l'OTAN agisse comme on va dire, un multiplicateur d'interopérabilité, en tout cas en renforçant l'interopérabilité, standardisation des matériels, standardisation des procédures, et puis ensuite aussi dans la formation. Mais que finalement ce soit les partenaires qui eux-mêmes, si vous voulez, soient à la tête, pilotent ces initiatives de coopération en termes de probablement que la sécurité maritime, où il y a déjà des coopérations internationales qui existent, pourrait être, si vous voulez, un premier test, si je puis dire. Et évidemment, vous voyez bien que en matière de sécurité maritime, finalement, il serait probablement approprié d'avoir une boucle Méditerranée, canal de Suez, Bab el-Mandeb, le golfe d'Aden, et puis on remonte vers Hormuz. Donc, avoir tous ces partenaires au sein d'une même initiative serait probablement intéressante. Finalement, la coopération UE et OTAN, ben là, c'est un peu, j'ai envie de dire qu'effectivement, c'est un peu un serpent de mer. Il y a déjà des coopérations qui existent. Il y a un certain nombre de domaines qui ont été identifiés par les deux organisations. Le problème, c'est que les deux organisations ont chacune des ambitions légitimes et propres. Souvent à l'OTAN, on a l'idée qu'il faudrait que l'Union européenne fasse le soft quand l'OTAN serait plutôt sur la partie le haut du spectre. Je ne suis pas sûre que l'Union européenne, en tout cas tous les membres de l'Union européenne entendent les choses de la même façon. Encore une fois, le secret, ou en tout cas le point sur lequel il faut travailler, c'est évidemment la relation UE-OTAN sur quelle est la place de l'Union européenne, ou en tout cas quelle est la place des alliés européens au sein de l'OTAN. Et ça, tant qu'on n'arrivera pas à avoir une volonté politique plus claire, c'est certainement pas sur la question du Sud que nous allons nous mettre d'accord. On peut se mettre d'accord au niveau tactique, on peut faire un certain nombre de choses au niveau opérationnel, notamment mieux travailler la boucle, en tout cas l'intégration entre la boucle, si vous voulez, entre la haute intensité, la désescalade, la sécurisation, stabilisation, et puis la phase de reconstruction, donc mieux coordonner entre l'OTAN et l'Union européenne, mais sans volonté politique, je pense qu'on ne progressera pas. Voilà. Merci beaucoup, Chloé. Je vais maintenant passer à une série de questions plus régionales et plus liées à un certain nombre de pays directement. Si vous voulez bien, je vais commencer par vous, Jean-Christophe, Martin, parce que on a 2-3 questions sur la Libye. La première d'entre elles, c'est pour vous, est-ce que, en substance, si je résume, est-ce qu'un nouveau régime, celui dont vous disiez qu'il y a des négociations en cours, est-ce qu'un nouveau régime est crédible et est-ce qu'il pourrait finalement contribuer à la stabilisation à la fois du pays et donc plus généralement de la Méditerranée? Et une question liée à celle-ci, c'est ne faudrait-il pas adosser davantage donc sous-entendu en Libye et autour de la Libye, le law enforcement par davantage de jus ad bellum. Donc pour les non-juristes, je traduis, ça veut dire faire appliquer les résolutions du Conseil de sécurité par finalement la possibilité de recourir plus largement à la force. Merci beaucoup pour ces questions. Alors que je vais traiter dans l'ordre. Première question, un nouveau régime.
pourrait-il être crédible et serait-il capable de stabiliser la situation en Libye? À ce jour, il est très difficile de répondre favorablement à cette question, puisqu'on l'a dit, le processus politique qui est initié, conduit par l'Organisation des Nations Unies, qui a conduit à réunir 75 parties prenantes libyennes en Tunisie pour réfléchir à l'avenir constitutionnel et à la future gouvernance, disons, de l'État, a échoué. Cette dynamique politique a été suspendue dimanche sans parvenir à franchir l'étape qui avait été espérée par les Nations Unies. Alors, bien évidemment, ce n'est que partie remise et on peut espérer que le processus à terme aboutisse et que peut-être même l'objectif 2021 qui a été initialement envisagé pour ces réformes constitutionnelles et la mise en place d'un nouveau régime politique soit fructueux. Mais à ce jour, il est trop difficile de pouvoir faire de la prospective avec suffisamment d'assurance pour répondre à cette question. Je dirais a fortiori la même chose pour la sous-question numéro 2. Est-ce que ce régime politique pourrait être capable de stabiliser le pays? Évidemment, il est trop difficile de répondre à cela, mais évidemment que le soutien institutionnel, les enjeux pour la communauté internationale sont tels qu'on peut imaginer une pression politique forte qui aboutisse à moyen terme à quelque chose de stable pour ce pays. Bien évidemment, on a l'exemple aussi en tête du Liban et qui laisse redouter des atermoiements ou des soubresauts dans le processus, et également en Libye du même ordre. Deuxième question, serait-il judicieux d'adosser plus le law enforcement sur du jus ad bellum, si je comprends la question, que je comprends que moyennement, en vérité, on est vraiment dans deux paradigmes différents. Le law enforcement requiert des mesures coercitives qui sont des mesures qui n'atteignent pas un niveau d'intensité énorme. C'est-à-dire qu'on va faire des mesures d'inspection, de contrôle, alors éventuellement avec des mesures coercitives plus robustes à la clé, si les inspections, les contrôles, les enquêtes démontre que les soupçons étaient fondés. Pour ce qui concerne mon sujet, par exemple, pour l'intervention en mer contre des navires soupçonnés d'activités illégales, ça peut être une saisie de navire, un déroutement de navire pour poursuivre des inspections à quai, ou la destruction éventuellement de matériel embarqué sur le navire, mais on le voit, on est vraiment dans une logique de lutte contre de la criminalité, contre des activités illicites. Le paradigme du jus ad bellum, lui, est tout autre. Il s'agit de conduire des activités de haute intensité et adosser du law enforcement sur le jus ad bellum est pas forcément pertinent s'agissant de la situation que j'évoquais en Méditerranée centrale, puisque il n'y a pas d'enjeu de recours au jus ad bellum ici, dans cette zone, contre la Libye. Donc, justement, je crois qu'il faut, pour des enjeux de sécurité juridique et de sécurité tout court, bien distinguer les deux paradigmes et comprendre les régimes juridiques que l'on établit dans l'un et dans l'autre cas, sans créer de confusion ou sans aller trop loin dans la superposition de ces régimes-là qui répondent à des finalités différentes. Est-ce que je peux ajouter un petit mot pour réagir aux questions précédentes sur l'OTAN et l'Union européenne? J'ai été frappé de la manière dont les questions sont posées et les réponses apportées, parce qu'il y a encore quelques années, quand la politique de sécurité et de défense commune a été créée, traité de Lisbonne, qui prenait la suite de la politique européenne de sécurité et de défense, la question était formulée différemment. On se demandait, mais quelle va être la place de l'Union européenne par rapport à l'OTAN? Et j'ai plutôt eu le sentiment cet après-midi qu'on posait la question inverse, mais que peut faire l'OTAN
par rapport à ce que fait l'Union européenne. Et je suis assez frappé cet après-midi d'entendre la question posée. C'est la première fois que je l'entends formulée ainsi, et que la réponse apportée concerne la place de l'OTAN par rapport à ce que l'Union européenne fait, alors que les deux organisations ont quand même des bilans très différents et des places respectives. Alors, il y a plusieurs possibilités de conjuguer les actions respectives de l'Union européenne et de l'OTAN, mais je voudrais ajouter à ce qui a déjà été brillamment répondu là-dessus qu'une autre possibilité que la complémentarité par une répartition des tâches existe. C'est aussi de conduire en toute synergie des opérations de même nature, mais de manière complémentaire sur un plan géographique ou autre. Et puisqu'on parlait de sécurité maritime, l'exemple, à mon avis, le plus parlant est celui de la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes, pour laquelle, ou face à laquelle, l'Union européenne a conduit une opération, sa première opération navale, Atalante, pendant que l'OTAN, elle, conduisait une opération navale, Ocean Shield, avec pour le même mandat. Et simplement, elles étaient complémentaires, mises en synergie, parce que les enjeux politiques, les réalités politiques permettaient aux deux organisations simultanément de conduire des actions qui se renforçaient respectivement. Merci. Merci beaucoup, Jean-Christophe. J'ai deux questions pour vous, Michel Durand-Part, relatives au Liban. La première, c'est en substance, les enjeux gaziers au large du Liban expliquent-ils le réengagement américain dans ce pays? Et la deuxième, c'est la consolidation de l'État-nation au Liban est-elle crédible? Pour la première, je suis pas un spécialiste, mais sans doute, mais je dirais que c'est une continuité. Quand je vous citais la phrase "Our baby" tout à l'heure, ça veut dire que il y a une continuité qui est installée. C'est sans doute aussi qui s'explique aussi par la proximité du Liban avec Israël. Et on a bien vu à quel point pour Trump c'était quand même, ça restait une priorité. Et puis considérer aussi sans doute comment vous dire, les origines, c'est un peu violent de dire ça, mais je dirais toute l'histoire chrétienne au Liban qui fait que les Américains auraient tendance à considérer que cette zone-là, je vais vous choquer, mais il y a un de mes interlocuteurs haut placé au Liban qui m'a dit un jour que Kissinger avait eu une fois l'idée que la meilleure façon de résoudre les problèmes du Liban, c'était d'évacuer tous les chrétiens, de les accueillir, et ainsi le Liban n'aurait plus beaucoup de problèmes puisqu'il n'y aurait plus cette fracture entre les... Alors vous voyez que la stratégie américaine, ça fait longtemps qu'elle se préoccupe du Liban. Puis n'oubliez pas, le Liban est un pays qui utilisait, en ce moment c'est interdit, le dollar. Donc il y a des proximités. Donc évidemment le gaz certainement, mais quand on sait maintenant que les Américains sont quasiment autosuffisants de ce côté-là, bon, je suis pas sûr qu'il y ait véritablement, ça peut prolonger. Mais c'est une vieille tradition, une vieille histoire. Et pour la deuxième question, l'État, j'ai parlé de la fiction du gouvernement libanais qui donne donc la présidence aux chrétiens, le premier ministre est sunnite, le chef de l'Assemblée est chiite. Bon, cette fiction qui a servi à un moment de modèle de réparation et de modèle de concorde, mais qui n'est plus du tout, je dirais, efficace dans la situation actuelle. La fiction de l'État Liban-nation, c'est aussi une autre histoire. Il y a eu le Grand Liban, il y a eu, pour la Syrie, à un moment, le Grand Liban, c'était le Liban absorbé par la Syrie. Pour les Libanais, le Grand Liban, c'est le Grand Liban historique parti des montagnes. Donc, il y a cette présence historique, et je crois que les citoyens libanais, actuellement, l'utilisent un peu comme une force de frappe contre un État qui, justement, n'a pas ce souci-là, n'a pas cette volonté première de mettre... Mais il y a plusieurs. Il y a le Liban vu par les Libanais, il y a le Liban vu par la diaspora. N'oubliez pas que là, ça compte. Il y a une diaspora libanaise qui compte 14 millions et plus de personnes, alors qu'ils ne sont à peine 5 au sein du Liban lui-même. Il y a le Liban historique, il y a le Liban actuellement à fabriquer pour transcender, ça peut être la réponse évidemment au fait que la fiction politique d'une espèce de concordat qui distribue les postes au-dessus même du vote démocratique, je vous le rappelle, parce que de toute façon on vote, mais au bout du compte le président sera de toute manière chrétien. Donc on voit qu'il y a aussi plusieurs conceptions de cet État liban, c'est ça qui est compliqué aussi.
Alors juste pour terminer, deux questions complémentaires sur le Liban. Vous avez évoqué le scénario de Kissinger. Est-ce qu'en fait, post-mortem, enfin non, pardon, il est toujours là. Est-ce qu'il n'est pas en train de se réaliser en ce moment, parce que finalement, je sais pas vous, mais beaucoup de mes contacts libanais disent, notamment les plus jeunes, si on peut, on s'en va. Chez les chrétiens, bien sûr. Chez les chrétiens. Ouais. Deuxièmement, et alors là, c'est une question peut-être à la fois pour Jean-Christophe Martin et vous. Comment vous interprétez la publicité qui est mise autour des négociations sur la délimitation maritime entre Israël et le Liban, et entre guillemets les fuites qui laissent à penser qu'une partie de la classe politique libanaise finalement se dit bon, après tout, il est temps maintenant de faire la paix avec Israël. Ouais. Moi, je vous laisserai plus répondre là-dessus. J'aurais juste un mot à dire sur cette relation d'amour-haine, je dirais, entre le Liban et Israël, qui là aussi est ancienne. Oui, donc pour la première question qui portait donc, excusez-moi, parce que j'étais l'exil et l'exode des chrétiens. Elle a toujours eu lieu, cet exode des chrétiens, mais vous savez, actuellement, c'est aussi l'exode des sunnites. Hein. C'est pas que l'exode des chrétiens. Vous savez qu'il y a un axiome au Liban, on ne se compte pas. Donc il n'y a pas eu de de recensement au Liban depuis la fin de la présence française. Parce que s'il y a bien une chose que les uns et les autres ne veulent pas savoir, c'est que sans doute la minorité la plus forte actuellement, c'est les chiites, et plus les sunnites, et pas les chrétiens. Alors il y a eu une érosion de la présence chrétienne, mais allons-y pour la dystopie, je vous assure que si les chrétiens s'en vont, il n'y aura pas grand-chose qui empêchera à ce moment-là une nouvelle guerre civile entre les chiites et les sunnites. Donc les chiites, j'ai envie de vous dire, les deux, c'est ça qui est quand même magnifique au Liban, quand même, malgré tout. N'oublions pas que c'est un pays qui, alors historiquement, s'est créé sur une alliance entre les Druzes et les chrétiens. C'est qu'ils ont besoin les uns des autres. Et le départ des chrétiens, c'est une vraie catastrophe. Alors, je passe sur la catastrophe que ce serait sur le plan symbolique, culturel, tout ce que vous voulez, politique, etc. Ce serait une vraie catastrophe parce que là, ça laisserait, je dirais, les deux grands frères ennemis face à face. Et les chiites, j'ai envie de vous dire, ils sont très raisonnables par ailleurs. Hein, quand ils sont pas tous au Hezbollah d'ailleurs. C'est pas monolithique non plus. Hein, il y a rien de monolithique d'ailleurs au Liban. Les chiites ont aussi besoin de la présence chrétienne, justement parce qu'ils ont pas forcément envie non plus. Et c'est ça qui sauve le Liban à mon avis, de retomber dans une guerre civile qui cette fois-ci, alors là pour le coup, aurait des conséquences peut-être encore plus lourdes et encore plus violentes, et pour la région entière. En ce qui concerne la relation avec Israël, ça a toujours été des jeux. Vous savez, dans la plaine de la Beka, vous avez, c'est peut-être un peu moins le cas maintenant. Vous avez la nuit, les Israéliens déplacent les postes frontières. Donc les Libanais se réveillent le matin et disent tiens, ils les ont encore bougés de 10 mètres. Bon, ben nous on va les remettre 10 mètres plus loin. Il y a un jeu comme ça permanent, sauf que ça a été accentué évidemment beaucoup plus lourdement lorsque Israël a fait sa dernière entrée dans le territoire libanais. Jusqu'à maintenant, les Libanais pouvaient accepter dans le cadre des règlements de compte avec la Syrie, etc. Mais la dernière intrusion sous prétexte de mettre fin au réseau Hezbollah a été considérée globalement comme illégitime par les Libanais. Et ça a été un gros point de rupture. Là pour le coup historique. Mais ils ont des intérêts à se retrouver, les uns et les autres. Et il est possible que oui, ce soit un des petits points de la résolution. Alors là, je vous laisse parler sur le plan maritime, mais qu'il y a un intérêt de la classe politique libanaise à retrouver une plus grande alliance, une plus grande concorde. Il y a toujours, vous savez, actuellement des relations commerciales et autres. Hein. Donc il y a aussi ça qui existe quand même historiquement au Liban. Merci. Alors sur la délimitation maritime, publicité autour des négociations sur la délimitation maritime Israël-Liban, je crois que la réponse en fait est une réponse générique. La délimitation maritime est toujours une question extrêmement sensible. On en a plus ou moins la sensation, si l'on est plus ou moins concerné par les zones géographiques, mais que vous soyez en Asie, en Afrique ou n'importe où dans le monde, les questions de délimitation maritime, comme de délimitation territoriale en général, sont toujours
excessivement sensible. On en entend juste beaucoup parler ici, puisqu'il s'agit du contexte du bassin méditerranéen, forcément avec donc un tropisme pour nous autour de ces négociations-là. Mais l'exemple que je prendrai pour mettre en évidence la sensibilité de ces négociations, la sensibilité des enjeux de délimitation qui tiennent à l'exercice de la souveraineté, à la délimitation du territoire de l'État et de la juridiction de l'État, pour tout un éventail de compétences en fait qui peuvent être exercées plus ou moins loin du rivage par l'État, c'est le nombre d'affaires de délimitation maritime, donc du contentieux interétatique de délimitation maritime que vous pouvez constater dans le rôle de la Cour internationale de justice. Si vous remontez les décennies, et même sans aller très loin, les 2 dernières décennies sont impressionnantes au regard du nombre d'affaires pour lesquelles la Cour internationale de justice a été saisie par des États sur des enjeux de délimitation maritime. Et je crois que cela est un très bon révélateur de la sensibilité intrinsèque de ces questions, et que l'on retrouve ici simplement déclinées pour le voisinage Israël-Liban. Merci beaucoup. J'en viens maintenant à vous, Bilal Harofoun. Alors, on a plusieurs questions que je pourrais résumer ainsi. Comment la jeunesse algérienne et la population algérienne, mais la population étant jeune, comment la jeunesse algérienne perçoit-elle à la fois l'OTAN et les enjeux sécuritaires? Notre expérience, c'est que on a un petit peu l'impression que les élites, le gouvernement, les élites et notamment les élites militaires sont paradoxalement très favorables à l'OTAN et font beaucoup de choses en coopération avec l'OTAN sur un plan bilatéral. Là où l'opinion publique est sans doute plus réservée, peut-être pour utiliser un euphémisme, sur l'image de l'OTAN. Ça, c'est la première question. Ce qui amène à poser aussi justement la question sur la modification de la Constitution. C'est pour vous, comment vous voyez l'impact d'abord pour l'Algérie, pour les voisins, et donc à la fois pour l'Union européenne et pour l'OTAN, de cette évolution quand même assez notable qui permettrait l'intervention officielle de l'armée algérienne, donc en dehors de ses frontières. Je vais peut-être décevoir nos chères auditrices et vous, je ne suis pas expert comme Michel Durand-Part des relations internationales ou des questions géostratégiques, mais je peux quand même apporter des éléments de réponse. D'abord, est-ce que la jeunesse algérienne, et même pour rebondir sur le Liban, est-ce que ces deux jeunesses réfléchissent, pensent à à l'OTAN ou à l'Union européenne? Moi, je dirais catégoriquement non. Parce qu'en ce moment, il y a d'autres enjeux. D'ailleurs, pour revenir juste rapidement sur le Liban, si vous me permettez, il faut revenir sur le 17 octobre 2019 au Liban, la dernière révolution libanaise, pour juste dire qu'il y a une grande signification derrière communautés religieuses ou confessionnelles. Aujourd'hui, les jeunes, parce que vous parlez de jeunes, les jeunes ne veulent plus entendre parler d'un prisme religieux quelconque au Liban. Ce qu'ils veulent, c'est un État démocratique, mais ça aussi, c'est un peu... Michel Durand-Part l'a bien rappelé, l'a souligné avec plusieurs exemples. Le Liban, c'est un pays dont on ne peut pas parler en 15-20 minutes, bien sûr. Vous le savez, vous travaillez sur Israël, et ce sont des pays qu'on peut pas approcher rapidement. Ni sur l'Iran d'ailleurs, oui. Juste pour dire que même si cette jeunesse ne veut pas entendre parler au Liban du fait religieux, il y a quand même des éléments qui reviennent. C'est-à-dire que la société civile, là on le voit, il y a plusieurs, vous pouvez le constater comme moi, il y a plusieurs sites sur les réseaux sociaux numériques ou des médias alternatifs sur le net qui mettent en avant une certaine laïcité à la libanaise, sans pour autant enlever le côté religieux. C'est-à-dire qu'on va parler de mettre autour de la table qui gouvernera peut-être un jour le Liban, des sages religieux. Notamment, vous l'avez souligné Michel, les chrétiens maronites, mais aussi les chrétiens orthodoxes et d'autres confessions des chrétiens, et les musulmans sunnites, musulmans chiites, mais aussi les druzes. Je reviens sur l'Algérie.
Et vous allez voir, c'est un peu, même si les deux pays ne se ressemblent pas, mais pour vous dire qu'il y a des enjeux actuellement, et je vous remercie beaucoup de nous avoir donné cette occasion d'en parler. Moi, il me semble qu'il faut, avant de poser la question de comment les jeunes perçoivent n'importe quelle institution étrangère, est-ce que la jeunesse est en phase avec sa politique intérieure, c'est-à-dire avec les pouvoirs publics en place qui les gouvernent aujourd'hui, et au Liban et en Algérie. La Tunisie, c'est un bel exemple parce que c'est l'exemple qu'on peut donner et depuis ce qu'on a appelé les printemps arabes, avec la transition politique qui est, à mon sens, toujours en cours, qui n'a pas encore vu officiellement, j'allais dire, le bout démocratique, parce que vous le savez, il y a des relations, que ce soit intérieures ou extérieures, avec des fractions étrangères et notamment islamistes. Mais j'entends par islamiste une vision de l'islam politique, comme on le souligne ici en France, et même de l'islamisme comme on l'entend aussi de l'autre côté, parce qu'on parle de perception. En Algérie, les jeunes aujourd'hui, si vous allez sur des sites, et je vous donne quelques exemples. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de Doustouruna, qui est une plateforme qui a fait appel à plus de 4000 Algériens pour participer à l'écriture de leur constitution, c'est-à-dire à la formation d'abord d'une espèce de constituante. Et vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, le président Tebboune a été élu en 2019, donc le 12 décembre. Mais est-ce que les citoyens, dans leur globalité, avec toutes leurs perceptions aussi différentes soient-elles, est-ce qu'elles étaient d'accord pour ce passage aussi rapide ? Je dirais non, pas du tout, parce que vous pouvez le voir aujourd'hui avec la mobilisation qui continue sur le web, la mobilisation du Hirak. Et Michel Durand-Part l'a souligné aussi, il ne faut pas oublier le côté diasporique. En France, à Paris notamment, vous allez à la place de la République, les gens du Hirak algérien se sont mobilisés sur la place de la République aussi pour manifester ici en France. Le mot d'ordre était double, c'est-à-dire un État à la fois non militaire mais aussi non islamiste. Et la peur, bien sûr, du spectre et du fantôme, un peu du fils algérien, dissous bien sûr, mais d'autres formes de radicalisme religieux qui peuvent peser d'une manière ou d'une autre sur ces pays. Donc, pour répondre, et je suis désolé parce que je vais encore une fois décevoir les chères auditrices et auditeurs et même nous autour de la table, je ne peux pas donner une réponse sur la perception des jeunes concernant l'OTAN ou l'Union européenne. Quoique, il faut regarder, il y a des curseurs qui montrent qu'on s'intéresse, que la jeunesse à la fois libanaise et algérienne et dans d'autres pays du pourtour méditerranéen s'intéresse à ce qui se passe en Europe, et notamment quand ce sont des discours qui les touchent directement ou indirectement. Merci. Merci beaucoup. Je vais faire un dernier tour de table. Non, juste pour compléter ce qu'a dit, tu as répondu, Bilal, arrête de battre ta coulpe. C'est pas leur première préoccupation, en Algérie ni au Liban. Mais par contre, attention, ça peut le devenir si on commet des fautes, si on parle un peu vite. On avait un exemple avec Bilal qu'on n'a pas évoqué, c'est quand Monsieur Le Drian a appelé là-bas les Algériens, il a pourtant pris beaucoup de précautions, mais immédiatement le discours a été pris à rebrousse-poil comme un discours favorable à l'État algérien vis-à-vis de la population. Donc c'est vrai que là-bas, tous nos mots malheureux, toutes nos fautes, parfois nos duplicités peuvent nous revenir complètement parce qu'elles sont aussi, ne l'oubliez pas, instrumentalisées par plein de factions, aussi bien des factions très radicales islamistes que par les gouvernements eux-mêmes. Alors là, il y a un vieux jeu en Algérie que Bilal connaît bien mieux que moi, qui consiste à, dès qu'il y a une petite fracture interne, dès qu'il y a éventuellement un risque de crise, un risque de mobilisation de la population sur tel ou tel plan, immédiatement, le gouvernement algérien va chercher une cause de dissensus avec la France et va le surmultiplier dans sa communication. Voilà, donc il faut faire attention à ça. S'ils sont
Je ne crois pas qu'actuellement ce soit leur préoccupation première, mais ça peut l'être parce que derrière, il y a toujours des intérêts éventuellement à donner soit une mauvaise image de l'OTAN, soit de la France, soit de l'Europe, soit etc. Ben, vous avez vu, on peut pas dire que le Liban et l'Algérie aient beaucoup bougé sur les caricatures. Il y a eu ça n'a pas été les pays c'était bien de loin les pays les moins extrêmes par rapport à ça. Mais voilà, à partir de là, immédiatement, oui, il peut y avoir des mobilisations parce que ça rentre aussi dans des jeux, j'ai envie de dire, stratégiques, de dupes, de théâtre intérieur. Merci beaucoup. Pour conclure cette table ronde, et merci à tous d'avoir joué le jeu, je vais vous donner la parole 1 à 2 minutes chacun, en commençant par Chloé Berger, qui est à Rome, et qui a eu la patience de rester avec nous jusque-là. Merci beaucoup, Chloé. Pour vous donner l'opportunité, donc, si vous avez 1 ou 2 messages à refaire passer, relatif finalement à la fois à votre présentation, mais en même temps à tout ce que vous avez entendu. Si vous vouliez que nos auditeurs ne se rappellent que d'une chose, que diriez-vous? Alors, la parole merci est à Pierre. Merci beaucoup. Écoutez, je rejoins en fait mes collègues. Hein, ce qui vient d'être dit, c'est que malheureusement, l'OTAN souffre d'un problème d'image dans la région. Parce que, suite à la campagne en Libye notamment, mais aussi parce que c'est l'histoire, c'est la suite de la guerre froide. Et si vous voulez, le problème est que l'OTAN est relativement mal connue dans la région, a fortiori des opinions publiques. Et ces opinions publiques, on entend plus souvent parler de l'OTAN par des médias, notamment russes, que par des médias, on va dire plutôt bien, si vous voulez, attentionnés vis-à-vis de l'OTAN. Donc ça c'est un problème. La question de comment communiquer en direction de cette région pour l'OTAN, voilà, il y a un effort de Stratcom à faire. Comment diffuser les messages et surtout diffuser les messages au-delà des relations purement, si vous voulez, avec la sphère militaire ou avec la sphère politique. Comment en fait faire connaître l'organisation qui fait beaucoup de choses, mais dont les actions ne sont pas souvent publicisées par les pays partenaires, parce que il y a un secret qui reste attaché à tout ce que fait l'institution militaire. Voilà, c'est probablement un des très grands enjeux pour l'OTAN. Je passe la parole à Bilal Harofoun. Merci beaucoup, merci pour ces 2 tables rondes de ce matin et de cet après-midi. Moi, ce que je vais juste dire pour conclure, et en fin de compte, ça sera la vision qu'on devra avoir peut-être sur l'Algérie, mais aussi sur le Liban, parce qu'il faut garder un œil dessus. Sur l'Algérie, aujourd'hui, alors j'ai pas eu l'occasion de voir mes fils d'actualité, mais je sais que le président actuel est est malade et en dehors du pays, donc je ne sais pas s'il a pu rejoindre le pays. C'est juste pour vous dire, parce que tout à l'heure quand je disais que cette nouvelle Algérie finalement n'est qu'un agglomérat de cultures sociopolitiques qui se regardent à travers et depuis un rétroviseur, pardon, c'est pour vous dire que peut-être que l'Algérie de 2018 et celle de 2020, politiquement officielle, n'est qu'une seule Algérie. Voilà. Parce que, comme je viens de le dire, le président n'est pas présent et derrière, je pense que les auditrices et auditeurs peuvent comprendre le message, c'est que je vais regarder ça de près ces prochains jours, ça peut emmener le pays à une crise institutionnelle et notamment un vide présidentiel. Merci beaucoup. Michel Durand-Part. Oui, merci encore à vous. Ça a été très très riche, autant ce matin que cet après-midi. Donc, et puis nous, ça nous a beaucoup apporté parce comme disait Bilal, on n'est pas vraiment complètement, et on n'est pas du tout d'ailleurs dans cette discipline plutôt juridique, géostratégique. Regarde, donc c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir un peu cette confrontation culturelle aussi avec vous. Et ces interactions. Alors, je dirais que si on revient à l'OTAN, qu'on le veuille ou pas, on joue des rôles de régulateurs là-bas et
Et aussi bien vis-à-vis des opinions publiques que des gouvernements en place, on est toujours partagé dans ce double niveau de légitimité et d'illégitimité, quoi. C'est-à-dire que, voilà, quoi qu'on fasse, de toute façon, il y aura toujours une tension autour des actions qu'on peut faire à travers l'OTAN, à travers l'Union européenne. Je crois que c'était important, hein, ce que disait Christophe, hein, je crois, sur peut-être ce renversement de paradigme que voilà, l'OTAN pourrait, dans sa fonction opérationnelle et stratégique, compléter une plus grande dimension de l'intervention de l'Union européenne. Et on a vu à travers les dissensus, hein, qui se sont joués côté de l'intervention des Turcs du côté des îles, autour des îles chypriotes, et côté aussi de la réaction surmultiplié d'Erdogan par rapport à notre président et par rapport aux caricatures. On a vu qu'il y a eu à un moment, sinon des dissensus, du moins des réactions non alignées entre l'Allemagne et la France, parce que de part et d'autre, on a des intérêts à préserver, même l'Angleterre. Et on a vu là que de petit à petit, je pense notamment, là cette fois-ci je bascule du côté de la Russie, il y aurait une réaction plus forte et plus globale et plus unitaire de l'Union européenne pour la condamner, en tout cas le gouvernement russe, par rapport à l'affaire de l'empoisonnement. Et par rapport à la Turquie, là il semble aussi que les positions se rapprochent. On peut pas reprocher à l'Allemagne de vouloir protéger son sol, sachant qu'elle a plus de 3 millions, je crois, de ressortissants turcs sur son territoire. Mais on voit qu'à partir du moment où il y a des plus grands effets de convergence, on peut gagner aussi en légitimité. Et c'est ça qui peut être intéressant. Merci beaucoup. Je me rappelle, l'amiral Pascal Ossel en parlera peut-être tout à l'heure quand il conclura ce colloque. Il y a une quinzaine d'années, on parlait beaucoup des accords Berlin Plus, pour la coopération justement militaire entre l'OTAN et l'Union, enfin au profit de l'Union européenne. Maintenant, on n'en parle plus du tout, quoi. Donc c'est un autre dossier. Jean-Christophe, à vous. Merci. Alors, pour ma part, pour tirer un enseignement général s'agissant de l'OTAN, du thème du colloque, je dirais que l'OTAN avait extrêmement bien réussi sa refondation post-guerre froide, post-effondrement des blocs à l'Est, en transformant son mandat, le faisant évoluer et en prouvant très vite que les capacités qu'elle avait développées pendant les décennies de guerre froide étaient projetables de manière efficace, efficiente, très rapide. Donc, et là, je suis d'accord avec ce qui a été dit, il faut le rappeler, globalement, en termes d'efficacité de l'OTAN, son action s'est révélée avoir un bilan très positif, je dirais. Il y a eu quelques passages dans l'histoire un peu problématiques en 1999, mais c'est pas de ça dont il est question. Je dirais simplement que le bilan de l'organisation est très bon. Puisque le commandant Chek n'est pas là, je vais me référer à ce qu'il a dit, et qui me semble être un enseignement très important de la table ronde de cet après-midi. Il ne faut simplement pas faire ou attendre de l'OTAN qu'elle joue un rôle qui n'est pas le sien. Je crois que ça, c'était vraiment un mot fort s'agissant de ces questions de quelles peuvent être les attentes à l'endroit de l'Alliance Atlantique. On a là un bon mode de réflexion, une bonne piste de réflexion. Il est vrai que l'organisation est mal connue, ça a été dit, c'est vrai. Il est vrai que l'organisation, je trouve, communique d'une manière évidemment habile pour ce qu'elle fait, mais qui peut-être est problématique finalement, parce qu'il est extrêmement difficile à qui s'intéresse vraiment à l'organisation de trouver des documents, de trouver des éléments de référence au-delà que des fiches extrêmement synthétiques sur ce que fait dans les grands traits l'organisation et quels sont en somme les résultats. Cela est peut-être dommage et préjudiciable. En voulant justement préserver une sorte de culture du secret, le défaut de transparence est peut-être aussi une des limites dans la confiance ou dans le regard qu'on porte à l'égard de l'organisation. Donc ça aussi me semble être un élément à retenir de cette demi-journée. Et je tiens à nouveau à remercier les organisateurs du colloque pour le succès du colloque et pour m'avoir invité à y participer. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Avant de, non pas rendre l'antenne, parce que je vous invite à rester en ligne, et je vais vous raconter ou je vais vous évoquer la suite du programme.
Je voudrais juste à mon tour conclure par une double intuition qui est que, au fond, ou plutôt une triple intuition. La première, c'est que chasser le naturel, il revient au galop, c'est-à-dire que l'OTAN vient de se retrouver, j'allais dire, une raison d'être, et finalement, ça la met en porte-à-faux par rapport au sein même de la, on va dire, de la structure bureaucratique, par rapport à tous ceux qui finalement, pendant les 20 dernières années, ont intégré l'Alliance et n'ont pas connu la période de la guerre froide et ont dû gérer l'après-guerre froide, c'est-à-dire se trouver de nouvelles missions, de nouveaux fronts, etc., avec ceux qui se disent bah non, regardez, finalement l'OTAN, pour faire simple, c'est ça nous protège de, entre guillemets, si vous me passez l'expression, la menace à l'est, c'est-à-dire qu'elle soit russe ou chinoise demain, et donc bien évidemment il y a un sens. La deuxième intuition, c'est que au fond l'OTAN, ça reste d'abord et avant tout un forum de gestion de crise. Ça l'est devenu finalement post-guerre froide. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qui permet aux uns et aux autres de continuer à discuter dans un cadre où finalement où peu de gens peuvent. Il y a l'OSCE aussi qui existe, mais avec les difficultés qu'on peut connaître parce que chacun a un pouvoir de blocage, enfin les deux grands ont un pouvoir de blocage. Donc ça reste un forum de gestion de crise. Et le troisième, c'est que ça reste, et là j'en suis intimement convaincu, ça reste un outil d'intercoopération, d'interopérabilité. C'est-à-dire que face aux enjeux globaux, aux menaces globales, aux changements globaux, aujourd'hui, l'OTAN reste un outil d'interopérabilité pour permettre aux armées des uns et des autres, et pas que des membres de l'Alliance, mais de ceux qui y travaillent avec, de continuer à fonctionner ensemble et de comprendre l'évolution des opérations. Je crois savoir, je comprends qu'on va prendre quelques minutes de pause. Et on reste en ligne, et je vous invite à rester malgré tout. Non, alors pardon, on ne reste pas, on enchaîne immédiatement. On va enchaîner avec donc l'interview du contre-amiral Rodeluz, adjoint au commandant de la zone maritime Méditerranée, qui va finalement répondre à un certain nombre de questions que nous lui avons posées. Et à l'issue de cette entrevue, de cet entretien ou de cette interview, l'amiral Pascal Hausseur, directeur général de l'Institut FMES, conclura par quelques mots. En tout cas, merci à tous, merci de votre participation. Merci à Chloé Berger, en ligne depuis Rome, au Collège de défense de l'OTAN. Merci à vous. Merci beaucoup.